Merci pour cette présentation. Donc j'aimerais poser une question. À quel moment on fait une transposition par exemple, de la veine rénale ou dans les Nutcracker syndrome? Alors la transposition de la veine rénale, pour moi, elle a d'intérêt que s'il y a une compression du duodénum dedans, sinon il n'y a pas d'intérêt, ou quelques cas particuliers, mais le stent marche bien, on a plus de recul, on a moins de complications post-opératoires. Donc, y a pas de mais c'est un avis personnel. Hein. Pas de risque de migration du stent? Non, ça existait avant quand on mettait des wall stents il y a 20 ans, mais ça n'existe plus maintenant. On utilise des stents veineux, c'est dans les recommandations, et c'est maille par maille que ça se déplie, donc il n'y a pas de risque de migration. Oui, Alizé me fait une remarque qui est judicieuse. L'un des premiers traitements de Nutcracker syndrome antérieur, avéré ou pas, c'est de faire prendre un peu de poids à notre patiente. Ça, c'est hyper important. Dès qu'il n'y a pas de panicule graisseux, tout est effectivement collé, compressé. Qu'elle grossisse un peu, parfois, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. C'est très simple pour le coup. Un micro pour Zaza, s'il vous plaît. Oui. Very interesting presentation. Thank you very much. Short question. Have you any experience to do the ovarian vein transposition or not? Not in my center, but in Paris, yeah, they do it, yes. I think it's not necessary. Now we have special venous stent, and we don't have any problem to treat patients with them. Vincent, ouais, je t'en prie. Oui, moi j'avais une question, merci pour cette présentation. C'était la transposition de la veine lombo-ovarienne gauche dans l'iliaque après ou avant stenting de la veine iliaque primitive gauche dans le cas de Nutcracker. Alors là, c'est plus intéressant à mon avis, hein, c'est beaucoup plus physiologique. La réalité, c'est que ça c'est intéressant si on a une dilatation de la veine ovarienne comme voie de dérivation. Mais comme je vous l'ai montré, moi, dans ma pratique, c'est en embolisant cette veine qu'on réouvre la veine rénale gauche en lui remettant du flux. C'est-à-dire qu'en faisant notre technique, dans 95% des cas, on n'a pas besoin de traiter la veine rénale. Par contre, si elles sont symptomatiques en général, c'est qu'elles n'ont pas les veines ovariennes. Donc c'est un pari qui est pris au départ. Qui a la raison, ça je ne sais pas. Mais par contre, c'est compréhensible physiologiquement. Mais à mon avis, il faut avant aller du coup emboliser les veines au niveau pelvien avant de faire la transposition, ce qui n'est pas souvent fait, avec des patientes qui restent très douloureuses après. Merci. Une toute dernière question, mais rapide. Oui, le taux de perméabilité des stents veineux que vous mettez pour le casse-noisette, ouais. Que vous mettez pour le casse-noisette, et une fois occlus, si vous avez eu des occlusions, qu'est-ce que vous faites? Les stents veineux, la problématique de l'occlusion, c'est pour les patientes qui ont des antécédents de thrombose. Dans les recanalisations, c'est des embolisations précoces. Mais toutes les études récentes, hein, la Société française de radiologie vient d'en publier 3 sur le sujet, notamment chez la femme enceinte. Et on n'a pas de problématique d'occlusion. On peut avoir nécessité de temps en temps de faire des angioplasties rédux pour de l'hyperplasie, mais il n'y a pas on les met pas beaucoup moi je les mets pas sous anticoagulants, juste sous antiagrégants, 3 mois. On n'a pas de problématique de thrombose, c'est des veines qui ont des flux importants. Merci beaucoup, Quentin.